Tout au long de l'histoire de l'humanité, le ciel a été le premier miroir de l'inconnu. Depuis les temps où nos ancêtres levèrent les yeux vers la voûte céleste et y voyaient la demeure des dieux, jusqu'à l'ère moderne des télescopes spatiaux et des sondes interplanétaires, une question n'a jamais cessé de résonner en nous. Jusqu'où va l'univers? Existe-t-il une fin à l'espace? Ou s'étend-il à jamais, sans frontières, sans bords et sans un extérieur que nous puissions imaginer? Ces questions ne sont pas de simples curiosités philosophiques. Elles touchent au cœur même de la cosmologie et de notre compréhension de la nature de la réalité. L'univers observable est avant tout une limite de notre vision. Ce n'est pas une frontière physique ni un mur cosmique où l'espace s'arrête, mais plutôt le point le plus lointain que la lumière ait réussi à atteindre depuis la naissance du cosmos. Lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas le présent, nous voyons le passé, couche après couche, comme si le temps était un tissu transparent. Chaque étoile est une fenêtre sur une époque ancienne, chaque galaxie un souvenir d'un univers plus jeune. L'espace est une machine à mémoire, et la limite de l'univers visible est le point où cette mémoire s'efface, là où le passé devient inaccessible, car la lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir. La lumière, aussi rapide soit-elle, reste finie. Elle voyage à environ 300 000 km par seconde, une vitesse impossible pour toute forme de matière connue. Mais même ainsi, face à l'échelle cosmique, ce chiffre devient insignifiant. C'est parce que l'univers n'est pas statique. Pendant que la lumière voyage, l'espace lui-même se dilate. Imaginez tenter de rejoindre un navire à la dérive, tandis que tout l'océan s'étire entre vous. Pour cette raison, il existe des régions du cosmos dont la lumière ne nous parviendra jamais. Non pas parce qu'un mur la bloque, mais parce que l'espace entre nous s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Ce que nous appelons l'univers observable est une immense sphère centrée sur chaque observateur. Son rayon est d'environ 46 milliards d'années-lumière. Cela signifie que, bien que l'univers ait environ 13 milliards 800 millions d'années depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'est tellement étendu que la distance entre nous et les premières lumières visibles est bien supérieure au temps multiplié par la vitesse de la lumière. Cette différence existe parce que l'espace n'est pas une scène fixe où les événements se produisent. Il fait partie du spectacle lui-même. Le tissu cosmique s'étire, se courbe et se transforme avec le temps, rendant la notion de distance profondément relative. À l'intérieur de cette sphère observable, on trouve des milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles et possiblement des billions de planètes. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous pouvons mesurer, étudier ou imaginer à partir de preuves, se trouve à l'intérieur de cet horizon. Au-delà, l'inconnu s'étend comme une mer sans rivage. Nous pouvons estimer, déduire, créer des modèles mathématiques, mais il n'existe aucun moyen direct d'observer ce qui se trouve au-delà de cette bulle de lumière. La limite de l'univers observable n'est donc pas la fin de l'univers. C'est la limite de notre accès à l'information. Le concept de bord devient problématique lorsqu'il est appliqué au cosmos. Dans la vie quotidienne, nous pensons aux limites comme à des marges. La fin d'une route, le rivage d'un océan, le contour d'un objet. Mais l'univers, selon la relativité générale d'Einstein, n'a pas besoin d'un bord pour être fini. Tout comme la surface d'une sphère n'a pas de fin, l'espace tridimensionnel peut être fini sans posséder de frontières. Si nous voyagions en ligne droite pendant suffisamment longtemps, nous pourrions, en théorie, revenir à notre point de départ sans jamais rencontrer de mur. C'est un concept contre-intuitif, mais profondément révélateur. Le cosmos pourrait être un espace courbe et autosuffisant, sans intérieur ni extérieur, seulement une continuité infinie de temps et de matière. Cette vision remet en question notre perception intuitive. Le cerveau humain a été façonné pour comprendre le monde à petite échelle, où le commencement et la fin sont clairs. Pourtant, en observant l'univers, nous devons abandonner cette échelle. Ce qui se trouve au-delà de l'univers visible n'est pas nécessairement une autre région remplie de nouvelles étoiles et galaxies. Cela peut simplement être davantage d'espace, ou même un autre univers, régi par des lois physiques différentes. Certains cosmologistes suggèrent que nous vivons dans une bulle cosmique parmi d'innombrables autres, gonflée dans une mer infinie d'énergie primordiale. Si cela est vrai, alors notre univers n'est qu'un fragment d'une mosaïque incommensurable. Pour comprendre les limites de l'univers, nous devons accepter que nous faisons partie d'un système en mouvement continu. Le Big Bang n'a pas été une explosion projetant de la matière dans le vide, mais une expansion de l'espace lui-même,
dans toutes les directions. Il n'y a pas eu de point central d'où tout serait parti. L'univers ne s'étend pas vers l'extérieur, il s'étend en lui-même. Cette expansion définit la limite de ce que nous pouvons voir, mais pas nécessairement de ce qui existe. L'horizon cosmique est le point où le passé devient inaccessible, où le temps et la distance se confondent, et où la physique, telle que nous la connaissons, commence à perdre sa capacité à décrire la réalité. Regarder la limite de l'univers, c'est, en fin de compte, regarder la limite de la compréhension humaine. La frontière n'est pas seulement dans l'espace, elle est aussi en nous, car comprendre l'univers, c'est tenter de saisir l'infini avec un esprit né pour le fini. C'est comme essayer de mesurer l'océan avec ses mains. Pourtant, cette tentative est ce qui nous définit. À mesure que le cosmos s'étend, la curiosité humaine s'étend également. La véritable limite de l'univers est la distance entre ce que nous savons et ce que nous sommes encore capables d'imaginer. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le ciel a été le premier miroir de l'inconnu. Depuis les temps où nos ancêtres levèrent les yeux vers la voûte céleste et y voyèrent la demeure des dieux, jusqu'à l'ère moderne des télescopes spatiaux et des sondes interplanétaires, une question n'a jamais cessé de résonner en nous. Jusqu'où va l'univers? Existe-t-il une fin à l'espace? Ou s'étend-il à jamais, sans frontières, sans bords et sans un extérieur que nous puissions imaginer? Ces questions ne sont pas de simples curiosités philosophiques. Elles touchent au cœur même de la cosmologie et de notre compréhension de la nature de la réalité. L'univers observable est avant tout une limite de notre vision. Ce n'est pas une frontière physique ni un mur cosmique où l'espace s'arrête, mais plutôt le point le plus lointain que la lumière ait réussi à atteindre depuis la naissance du cosmos. Lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas le présent, nous voyons le passé, couche après couche, comme si le temps était un tissu transparent. Chaque étoile est une fenêtre sur une époque ancienne, chaque galaxie un souvenir d'un univers plus jeune. L'espace est une machine à mémoire, et la limite de l'univers visible est le point où cette mémoire s'efface, là où le passé devient inaccessible parce que la lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir. La lumière, aussi rapide soit-elle, reste finie. Elle voyage à environ 300 000 km par seconde, une vitesse impossible pour toute forme de matière connue. Mais même ainsi, face à l'échelle cosmique, ce chiffre devient insignifiant. C'est parce que l'univers n'est pas statique. Pendant que la lumière voyage, l'espace lui-même se dilate. Imaginez tenter de rejoindre un navire à la dérive, tandis que tout l'océan s'étire entre vous. Pour cette raison, il existe des régions du cosmos dont la lumière ne nous parviendra jamais. Non pas parce qu'un mur la bloque, mais parce que l'espace entre nous s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Ce que nous appelons l'univers observable est une immense sphère centrée sur chaque observateur. Son rayon est d'environ 46 milliards d'années-lumière. Cela signifie que, bien que l'univers ait environ 13 milliards 800 millions d'années depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'est tellement étendu que la distance entre nous et les premières lumières visibles est bien supérieure au temps multiplié par la vitesse de la lumière. Cette différence existe parce que l'espace n'est pas une scène fixe où les événements se produisent. Il fait partie du spectacle lui-même. Le tissu cosmique s'étire, se courbe et se transforme avec le temps, rendant la notion de distance profondément relative. À l'intérieur de cette sphère observable, on trouve des milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles et possiblement des billions de planètes. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous pouvons mesurer, étudier ou imaginer à partir de preuves, se trouve à l'intérieur de cet horizon. Au-delà, l'inconnu s'étend comme une mer sans rivage. Nous pouvons estimer, déduire, créer des modèles mathématiques, mais il n'existe aucun moyen direct d'observer ce qui se trouve au-delà de cette bulle de lumière. La limite de l'univers observable n'est donc pas la fin de l'univers, c'est la limite de notre accès à l'information. Le concept de bord devient problématique lorsqu'il est appliqué au cosmos. Dans la vie quotidienne, nous pensons aux limites comme à des marges. La fin d'une route, le rivage d'un océan, le contour d'un objet. Mais l'univers, selon la relativité générale d'Einstein, n'a pas besoin d'un bord pour être fini. Tout comme la surface d'une sphère n'a pas de fin, l'espace tridimensionnel peut être fini sans posséder de frontières. Si nous voyagions en ligne droite pendant suffisamment longtemps, nous pourrions, en théorie, revenir à notre point de départ sans jamais rencontrer de mur. C'est un concept contre-intuitif, mais profondément révélateur. Le cosmos pourrait être un espace courbe et autosuffisant,
sans intérieur ni extérieur, seulement une continuité infinie de temps et de matière. Cette vision remet en question notre perception intuitive. Le cerveau humain a été façonné pour comprendre le monde à petite échelle, où le commencement et la fin sont clairs. Pourtant, en observant l'univers, nous devons abandonner cette échelle. Ce qui se trouve au-delà de l'univers visible n'est pas nécessairement une autre région remplie de nouvelles étoiles et galaxies. Cela peut simplement être davantage d'espace, ou même un autre univers, régi par des lois physiques différentes. Certains cosmologistes suggèrent que nous vivons dans une bulle cosmique parmi d'innombrables autres, gonflés dans une mer infinie d'énergie primordiale. Si cela est vrai, alors notre univers n'est qu'un fragment d'une mosaïque incommensurable. Pour comprendre les limites de l'univers, nous devons accepter que nous faisons partie d'un système en mouvement continu. Le Big Bang n'a pas été une explosion projetant de la matière dans le vide, mais une expansion de l'espace lui-même, dans toutes les directions. Il n'y a pas eu de point central d'où tout serait parti. L'univers ne s'étend pas vers l'extérieur, il s'étend en lui-même. Cette expansion définit la limite de ce que nous pouvons voir, mais pas nécessairement de ce qui existe. L'horizon cosmique est le point où le passé devient inaccessible, où le temps et la distance se confondent, et où la physique, telle que nous la connaissons, commence à perdre sa capacité à décrire la réalité. Regarder la limite de l'univers, c'est, en fin de compte, regarder la limite de la compréhension humaine. La frontière n'est pas seulement dans l'espace, elle est aussi en nous, car comprendre l'univers, c'est tenter de saisir l'infini avec un esprit né pour le fini. C'est comme essayer de mesurer l'océan avec ses mains. Pourtant, cette tentative est ce qui nous définit. À mesure que le cosmos s'étend, la curiosité humaine s'étend également. La véritable limite de l'univers est la distance entre ce que nous savons et ce que nous sommes encore capables d'imaginer. Tout ce que nous connaissons du cosmos tient dans un espace sphérique imaginaire que nous appelons l'univers observable. Cette sphère centrée en chaque point de l'espace représente la limite maximale atteinte par la lumière depuis le commencement du temps. Ce n'est pas une structure physique, ni une frontière solide. C'est un concept fondé sur la vitesse finie de la lumière et sur l'âge de l'univers. Chaque observateur, où qu'il se trouve dans le cosmos, vit à l'intérieur de sa propre bulle observable, délimitée par la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Ce qui est fascinant, c'est que cette bulle n'est pas la même pour tous. Chaque civilisation hypothétique, ailleurs dans l'univers, verrait une portion différente de la réalité. L'univers observable possède un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Cela signifie que, bien que l'univers ait approximativement 13 milliards 800 millions d'années, l'expansion de l'espace fait que les objets les plus lointains se trouvent beaucoup plus loin que ce temps multiplié par la vitesse de la lumière. L'espace lui-même s'est étiré pendant que la lumière voyageait, agrandissant les distances entre les galaxies. Cette différence révèle le caractère dynamique du cosmos et montre que l'espace n'est pas une simple scène où les événements se produisent, mais une entité vivante qui évolue avec le temps. Pour visualiser l'univers observable, imaginez un immense ballon que l'on gonfle. Les galaxies ne se déplacent pas à travers le ballon, mais avec lui. À mesure que le ballon se dilate, les points à sa surface s'éloignent les uns des autres. Il en va de même pour l'univers. Il n'y a pas de centre, pas de bord qui s'étend vers l'extérieur. L'ensemble de la structure croît uniformément, et chaque point peut être considéré comme le centre de l'univers observable de celui qui l'observe. Cette symétrie cosmique est l'une des idées les plus fascinantes de la cosmologie moderne. À grande échelle, l'univers paraît identique dans toutes les directions. Les télescopes spatiaux modernes sont les fenêtres les plus puissantes que nous ayons jamais ouvertes sur cette immensité. Le télescope spatial Hubble a révélé des milliers de galaxies dans un seul fragment de ciel, montrant que le cosmos est plus peuplé que tout ce que l'esprit humain pouvait imaginer. Quant au télescope spatial James Webb, grâce à sa capacité à observer dans les longueurs d'onde infrarouges, il peut voir encore plus loin, littéralement plus profondément dans le temps. Il capte la lumière de galaxies formées lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, révélant les premières structures issues du chaos primordial. L'observatoire Planck, pour sa part, a cartographié avec précision le rayonnement cosmique de fond, offrant un portrait de l'univers lorsqu'il n'avait encore qu'1 million d'années. Ces cartes ne sont pas de simples images anciennes. Elles sont les archives même de la texture de l'espace-temps,
de petites variations de température qui indiquent les graines de la formation des galaxies. Chaque point froid et chaud dans ce fond diffus est une trace de la manière dont la matière s'est rassemblée pour former tout ce qui existe aujourd'hui. C'est comme si nous contemplions le moule invisible de l'univers. À l'intérieur de cette sphère de 46 milliards d'années-lumière, ce que nous voyons n'est qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Les estimations les plus récentes suggèrent que l'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune composée de centaines de milliards d'étoiles. Pourtant, ce nombre n'est qu'un échantillon microscopique face à la totalité possible. Si l'espace est réellement infini, ce que nous observons n'est qu'un point dans un océan sans rivage. La plupart des galaxies sont si lointaines que nous ne pourrons jamais les atteindre, pas même avec la lumière. L'univers observable est en fin de compte une capsule temporelle, une fenêtre sur le passé, non une photographie du présent. Cette perspective change complètement notre notion de distance. Lorsque nous disons qu'une galaxie se trouve à 10 milliards d'années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Ce qu'elle est aujourd'hui peut être totalement différent, ou peut-être n'existe-t-elle même plus. Le temps et l'espace, à l'échelle cosmique, se mêlent d'une manière telle que le concept de maintenant perd tout sens universel. Chaque direction vers laquelle nous regardons est un voyage dans le temps, et chaque photon qui atteint nos yeux est un souvenir d'une époque lointaine. Les astronomes construisent des modèles détaillés de l'univers observable en combinant des observations directes, des mesures de rayonnement, des calculs de courbure spatiale et des simulations informatiques. Ces simulations reproduisent la croissance des structures cosmiques depuis les premières fluctuations jusqu'à l'immense toile de galaxies qui forme l'univers actuel. Le résultat est une vision grandiose, un réseau cosmique aux filaments immenses reliant des amas de galaxies entrecoupés de vastes vides presque dépourvus de matière. Cette structure rappelle une toile tridimensionnelle, et chaque nœud de cette toile est une galaxie ou un groupe de galaxies. C'est le squelette du cosmos. Cependant, l'univers observable n'est qu'une tranche de la réalité. Il représente ce que nous pouvons voir, pas nécessairement tout ce qui existe. La partie invisible pourrait être bien plus vaste, peut-être infinie. Il existe des régions si éloignées que même la lumière émise lors du tout premier instant du Big Bang ne pourrait jamais nous atteindre, à cause de l'expansion accélérée de l'espace. Ces lieux se trouvent au-delà de notre horizon cosmique, hors de toute possibilité d'observation. La frontière entre l'observable et l'inobservable est le point où la science touche la limite du mystère. L'univers observable est donc une définition de perspective, non de totalité. C'est le maximum que la lumière puisse révéler, et en son sein résident tous les énigmes que nous avons réussi à déchiffrer. Mais il existe une différence fondamentale entre ce que nous pouvons voir et ce qui existe. Peut-être que l'univers est fini et sans bord, peut-être qu'il est infini et se répète comme un miroir sans fin. La vérité, c'est que l'univers visible n'est que le début de l'histoire. Au-delà commence le territoire, où ni la lumière, ni le temps, ni la compréhension humaine ne peuvent progresser. L'univers est un mouvement en lui-même. Il ne contient pas seulement les galaxies, les étoiles et les planètes. Il est la scène en expansion, où tout cela se produit. Depuis l'instant du Big Bang, l'espace n'a jamais cessé de croître. Ce n'était pas une explosion au sens habituel du terme, car il n'y avait ni point central ni vide où la matière aurait été projetée. Le Big Bang fut l'expansion de l'espace lui-même, et chaque point de l'univers s'éloigne de tous les autres. C'est cette expansion qui définit les horizons cosmiques et nous place face à la plus étrange des frontières, une frontière qui n'est pas physique, mais géométrique. Lorsque l'astronome Edwin Hubble observa, au début du XXe siècle, que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, il révéla la nature dynamique du cosmos. L'univers n'est pas statique, comme on le croyait auparavant. Il grandit, et la vitesse à laquelle il s'étend augmente avec la distance. Cela signifie que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. La relation entre distance et vitesse, connue sous le nom de loi de Hubble, est l'une des preuves les plus claires de l'expansion universelle. Cette découverte a tout changé, car elle a montré que l'univers a eu un commencement et qu'il est en transformation constante. L'expansion de l'univers crée le concept d'horizon cosmique. Cet horizon n'est pas une bordure physique, mais une limite naturelle d'observation. C'est la distance maximale que la lumière a eu le temps d'atteindre depuis le Big Bang. Tout ce qui se trouve au-delà reste caché,
non pas parce qu'il est dissimulé derrière quelque chose, mais parce que la lumière n'a tout simplement pas encore parcouru la distance nécessaire. L'horizon est le point où le temps et l'espace s'entrelacent, révélant à quel point nous restons prisonniers de la vitesse de la lumière. Mais il existe un autre type d'horizon, plus dramatique et absolu, l'horizon des événements cosmiques. Il marque la ligne ultime de communication possible entre les régions de l'univers. Il existe des galaxies si lointaines que la lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous parviendra jamais, car l'espace entre elles et nous s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Cela ne viole aucune loi de la physique, car ce ne sont pas les galaxies qui se déplacent à travers l'espace, c'est l'espace lui-même qui grandit entre elles. Cet horizon est la limite définitive de notre portée causale. Au-delà, les événements cessent d'avoir toute connexion avec notre avenir. Ce phénomène entraîne une conséquence mélancolique. L'univers visible diminue en termes d'accessibilité, même si l'espace lui-même continue de croître. À chaque milliard d'années, de nouvelles régions franchissent l'horizon des événements et disparaissent de notre possibilité d'observation. Les galaxies les plus éloignées deviennent des points de plus en plus faibles, jusqu'à s'effacer complètement, engloutis par l'obscurité croissante de l'expansion accélérée. Dans un avenir lointain, le cosmos visible se réduira à une poignée de galaxies voisines liées par la gravité, tandis que le reste de l'univers s'éteindra au-delà de notre portée. Ce sera comme vivre sur une île de lumière entourée d'une mer infinie d'obscurité. L'accélération de l'expansion est l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Découverte à la fin du XXe siècle, elle a contredit l'idée selon laquelle la gravité devait ralentir la croissance de l'univers au fil du temps. Au contraire, les observations ont montré que les galaxies s'éloignent plus rapidement qu'auparavant. Cette accélération est attribuée à une entité énigmatique appelée énergie sombre, une forme d'énergie qui imprègne tout l'espace et agit comme une force répulsive, repoussant le cosmos hors de lui-même. Nous ne savons pas encore ce qu'elle est, mais nous savons qu'elle représente environ 70% du contenu total de l'univers. L'expansion redéfinit également notre compréhension de la distance. Dans un univers en expansion, mesurer l'espace n'est pas une tâche simple. Une galaxie qui semble aujourd'hui se trouver à 30 milliards d'années-lumière était bien plus proche lorsqu'elle a émis la lumière qui nous parvient maintenant. L'espace s'est étiré pendant le voyage de cette lumière, modifiant continuellement la distance. C'est pourquoi parler de la taille de l'univers demande de la prudence. La valeur dépend de la façon dont nous définissons la distance elle-même, selon le temps que la lumière a mis pour nous atteindre ou selon la position actuelle des galaxies qui l'ont émise. Dans tous les cas, toutes les mesures révèlent la même vérité. L'univers est en mouvement constant et irréversible. L'horizon cosmique, par conséquent, est bien plus qu'une simple ligne de limite. Il nous rappelle que l'univers n'est pas une scène statique, mais un flux d'événements qui s'éloignent de nous dans le temps et dans l'espace. Ce que nous voyons est une succession d'échos, une collection de portraits anciens d'un cosmos déjà transformé. Chaque galaxie lointaine est une mémoire figée dans la lumière. Chaque photon est un témoin de l'expansion, et chaque horizon est une frontière en mouvement perpétuel, s'éloignant de nous à mesure que le temps lui-même progresse. Comprendre les horizons de l'univers, c'est accepter la nature éphémère de l'observation. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui cessera un jour d'être visible. Le cosmos ne fait pas qu'augmenter, il s'efface lentement devant nous, comme un feu qui consume son propre combustible. Cette expansion ne détruit pas l'univers, mais le sépare. Elle crée des distances qui ne pourront jamais être franchies et des frontières que même la lumière ne peut dépasser. Pourtant, au cœur de cette immensité fuyante, le simple fait de pouvoir contempler et comprendre une partie de ce processus est un témoignage de notre lien avec le tout. Car, même face à l'infini, l'être humain continue de tenter de mesurer l'impossible. L'idée de l'infini a toujours fasciné et terrifié l'esprit humain. Elle est présente à la fois dans les mathématiques et dans la philosophie, mais lorsqu'elle est appliquée à l'univers, elle devient un concept presque inaccessible. L'univers est-il infini? Ou existe-t-il une taille maximale, une extension délimitée au-delà de laquelle l'espace cesse simplement d'exister? La réponse, bien qu'encore incomplète, nous conduit au cœur de la cosmologie moderne, là où la science et le mystère se rencontrent. Pour comprendre la notion d'un univers infini, il faut d'abord saisir ce que signifie la taille à l'échelle cosmique. Selon la relativité générale d'Albert Einstein,
L'espace n'est pas un simple vide où les objets se déplacent. C'est une structure élastique, capable de se courber sous l'influence de la gravité et de l'énergie. Cela signifie que l'univers n'a pas besoin d'être infini pour être sans bord. Il peut être fini, mais dépourvu de limites physiques, comme la surface d'une sphère, qui est finie en air mais n'a aucun point où elle se termine. Si l'univers est ainsi, nous pourrions voyager éternellement en ligne droite et, après un temps suffisant, revenir à notre point de départ sans jamais rencontrer de bord. Cependant, les mesures les plus précises effectuées à ce jour indiquent que l'univers est pratiquement plat. Cela signifie qu'à grande échelle, la somme des angles d'un triangle cosmique s'approche de 180 degrés et que les lignes parallèles ne se rejoignent jamais. Cette géométrie plate est celle que l'on attendrait d'un univers infini, bien qu'il soit possible qu'il soit simplement si vaste que sa courbure soit imperceptible à nos instruments. En d'autres termes, l'univers peut être fini, mais paraître infini depuis notre point de vue, tout comme la surface de la Terre semble plate à celui qui marche dessus. Le plan cosmique a été confirmé par les mesures du rayonnement cosmique de fond, notamment par les résultats de l'observatoire Planck. Ces observations ont montré que l'univers est homogène et isotrope à grande échelle, c'est-à-dire qu'il paraît identique dans toutes les directions. Cet équilibre suggère que, si l'univers est courbé, sa courbure est extrêmement faible, si faible qu'elle échappe à notre capacité actuelle de détection. Cela nous conduit à l'hypothèse que l'univers pourrait en effet être infini dans son extension, sans point final, sans frontières et sans extérieur vers lequel il s'étendrait. Mais qu'est-ce qu'un univers infini signifie sur le plan physique? Cela veut dire que la matière, les galaxies et les amas cosmiques se répètent indéfiniment dans toutes les directions. Chaque région de l'espace contiendrait des structures semblables, et peut-être même des répliques lointaines des mêmes galaxies, étoiles et planètes. Dans un cosmos infini, toutes les configurations possibles d'atomes se produiraient quelque part, répétées à des intervalles inimaginables. À des échelles inconcevables, il existerait des régions identiques à la nôtre, avec des versions de nous-mêmes vivant d'autres variantes de la réalité. C'est l'une des implications les plus vertigineuses de l'infinité. Tout ce qui peut exister, existe, non pas une, mais une infinité de fois. La physique moderne, cependant, n'a toujours pas de réponse définitive. L'univers observable est limité par la lumière que nous pouvons détecter, et tout ce qui se trouve au-delà de cet horizon demeure hors de notre portée. Nous pouvons déduire que l'espace se poursuit, mais nous ne pouvons pas le prouver. Pourtant, les équations de la relativité générale permettent des solutions pour différents types d'univers, finis, ouverts, fermés et plats. Chacune de ces possibilités décrit une forme différente de géométrie cosmique. Un univers fermé se courbe sur lui-même, comme une sphère. Un univers ouvert s'étend à l'infini, comme un plan. Un univers plat est un équilibre délicat entre les deux, et c'est précisément cet équilibre qui semble définir notre cosmos. L'idée de l'infini soulève également une question profonde sur le temps. Si l'espace est infini, le temps le serait-il aussi? Ou bien l'univers pourrait-il être spatialement infini, mais fini dans sa durée? Les observations indiquent que l'univers a eu un commencement, le Big Bang, et que le temps, tel que nous le connaissons, est né à ce moment-là. Cela implique que l'univers peut être infini dans l'espace, mais non dans le temps. Il a eu un point d'origine, et peut-être aura-t-il une fin, même si l'espace lui-même ne cesse jamais d'exister. C'est un paradoxe fascinant, un infini qui a commencé un jour. La notion d'un univers infini change également notre façon de penser le centre du cosmos. Si l'univers n'a pas de limite, il n'a pas non plus de centre. Chaque point est également central, et l'expansion se produit dans toutes les directions à la fois. Il n'existe aucun lieu privilégié dans l'espace. L'observateur de n'importe quelle galaxie pourrait se considérer comme le centre de l'univers observable, et il aurait raison dans sa propre perspective. Cette égalité cosmique est l'une des plus belles idées de la physique moderne. L'univers n'a pas de point de référence absolu, et aucun observateur n'est plus central qu'un autre. L'infinité de l'univers, si elle est confirmée, transformerait également notre perception de la solitude cosmique. Car dans un univers véritablement infini, nous ne sommes pas isolés, seulement limités par la distance. Les mêmes lois physiques qui ont façonné notre Soleil et notre Terre peuvent agir dans des milliards d'autres endroits, créant d'innombrables mondes semblables, dont certains peut-être habités.
L'infini n'est pas le vide, il est rempli de possibilités. Chaque particule, chaque atome et chaque rayon de lumière font partie d'une tapisserie sans fin. Penser à un univers infini, c'est affronter la limite de la raison humaine. Car l'infini n'est pas seulement une extension spatiale, c'est un défi conceptuel. Aucun nombre, aucune mesure, aucune image ne peut le contenir. C'est le reflet le plus pur de ce qui échappe à la compréhension. Et paradoxalement, c'est précisément notre incapacité à le saisir qui rend l'infini si puissant. Il nous rappelle que la connaissance humaine est une petite flamme face à l'océan de l'existence, mais c'est cette flamme qui éclaire le chemin. L'univers peut être fini, mais sans bord, ou bien infini, s'étendant à jamais. Dans les deux cas, il est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. La question n'est peut-être pas de savoir si l'univers a des limites, mais de comprendre que le concept même de limite perd son sens lorsqu'il s'agit du cosmos. Dans l'univers, chaque réponse est une nouvelle frontière, et chaque découverte ouvre des portes vers des horizons encore plus lointains. La structure de l'univers est façonnée par quelque chose d'invisible mais d'essentiel, la géométrie de l'espace lui-même. Le cosmos n'est pas simplement une scène tridimensionnelle où les galaxies flottent, c'est un tissu qui se courbe, se déforme et s'étend selon la répartition de la matière et de l'énergie. Cette idée, introduite par la théorie de la relativité générale, a révolutionné notre compréhension de l'univers. L'espace et le temps ont cessé d'être des entités séparées et rigides pour devenir un maillage dynamique et interconnecté. La géométrie du cosmos est donc la carte invisible de son destin. Selon Einstein, la présence de masse et d'énergie déforme l'espace-temps. Cette courbure est ce que nous percevons comme la gravité. La Terre orbite autour du Soleil, non pas parce qu'une force l'attire, mais parce que l'espace autour du Soleil est courbé, et la Terre suit simplement le chemin le plus droit possible à l'intérieur de cette courbure, ce que nous appelons une géodésique. Ainsi, l'univers tout entier peut être vu comme une immense surface flexible, modelée par les concentrations de matière, d'énergie et de rayonnement. Ce qui se produit localement, dans une étoile ou une galaxie, influence la forme globale de l'espace. À l'échelle cosmique, cette courbure définit trois possibilités fondamentales pour la géométrie de l'univers. Il peut être fermé, plat ou ouvert. Un univers fermé est celui dont la courbure est positive, comme la surface d'une sphère. Dans ce cas, l'espace serait fini mais sans bordure. Nous pourrions voyager indéfiniment en ligne droite et après un voyage cosmique inimaginable, revenir à notre point de départ. Un univers plat, en revanche, aurait une courbure nulle, semblable à une feuille infinie, ce qui impliquerait une extension illimitée, sans retour. Un univers ouvert, avec une courbure négative, serait comparable à une selle, s'étendant à l'infini avec des géométries divergentes dans toutes les directions. Déterminer laquelle de ces géométries décrit notre univers est l'une des plus grandes réussites de la cosmologie moderne. Grâce à l'observation du rayonnement cosmique de fond et à la répartition des galaxies, les scientifiques ont découvert que le cosmos est étonnamment plat, avec une marge d'erreur minimale. Cela ne signifie pas qu'il soit parfaitement plat. De petites variations peuvent exister, mais cela indique que sa courbure, si elle existe, s'étend sur des échelles au-delà de notre capacité de mesure. Cette platitude est l'un des grands mystères. Elle exige un équilibre de densité et d'énergie si précis qu'il semble presque impossible qu'il se soit produit par hasard. La théorie de l'inflation cosmique offre une explication élégante à cette géométrie. Elle propose que, dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers ait connu une expansion extrêmement rapide, croissant de manière exponentielle en une fraction de seconde. Ce processus aurait étiré l'espace de telle sorte que toute courbure initiale ait été lissée, comme une bulle qui se gonfle jusqu'à paraître plate sur une petite région. Cette inflation expliquerait également l'homogénéité du cosmos, c'est-à-dire le fait que l'univers semble identique dans toutes les directions. Même les régions aujourd'hui séparées par des distances inconcevables auraient été, dans le passé, en contact causal avant que l'inflation ne les éloigne. La géométrie cosmique définit également le destin de l'univers. Dans un univers fermé, la gravité finirait par l'emporter sur l'expansion, provoquant l'effondrement du cosmos sur lui-même lors d'un événement appelé Big Crunch. Dans un univers ouvert, l'expansion ne cesserait jamais, conduisant à un univers froid, diffus et silencieux. Dans un univers plat, l'expansion se poursuivrait indéfiniment, ralentissant sans jamais s'arrêter complètement.
Les observations actuelles indiquent cette troisième possibilité, l'énergie sombre accélérant le processus et éloignant les galaxies toujours davantage. Le plus fascinant, c'est que dans un univers courbe, la notion de bord perd tout son sens. La surface d'une sphère est finie, mais elle n'a pas de fin. Il en va de même pour l'espace tridimensionnel. Il peut être fini, mais sans frontières. Il n'existe pas de dehors de l'univers, car l'espace n'est pas contenu dans quelque chose de plus grand. Il est tout ce qui existe. Si le cosmos pouvait être visualisé dans sa totalité, il ressemblerait à une hypersphère en 4 dimensions, impossible à représenter pleinement par l'esprit humain. Dans cette structure, chaque point fait partie d'un tout continu, et le concept même de limite se dissout dans la géométrie. Pour comprendre cette courbure, on peut imaginer une fourmi marchant sur un ballon. Pour elle, la surface semble plate, car sa perception est limitée. Mais à mesure qu'elle parcourt de plus grandes distances, elle constaterait que les lignes parallèles convergent et que l'espace se referme sur lui-même. L'univers est ainsi. Il peut paraître plat et infini de notre point de vue, mais à des échelles incommensurables, il peut se replier, reliant des régions lointaines d'une manière que nous ne pouvons pas encore percevoir. La géométrie du cosmos a également des implications profondes sur l'écoulement du temps. Là où l'espace se courbe plus intensément, le temps ralentit. Près des grandes masses, comme les trous noirs, le temps s'écoule plus lentement que dans les régions moins denses. Cela signifie que le rythme même de l'univers varie selon sa géométrie. L'espace et le temps sont inséparables et chacun influence continuellement l'autre. Enfin, comprendre la géométrie du cosmos, c'est comprendre l'équilibre invisible qui soutient tout ce qui existe. L'univers peut être plat, courbé, fini ou infini, mais sous toutes ses formes possibles, il existe une harmonie mathématique qui dépasse notre intuition. La courbure de l'espace est le moule où le temps se plie, où la lumière voyage et où l'existence se déploie. Regarder le cosmos, c'est donc contempler l'architecture de l'infini lui-même, un dessin que l'on ne peut voir que de l'intérieur, en faisant partie de lui. Il existe une limite à ce que nous pouvons voir, et ce n'est pas la fin de l'univers, c'est simplement la portée de la lumière. L'horizon cosmique définit la frontière entre le visible et l'invisible, entre l'univers que nous connaissons et celui qui restera à jamais hors de notre portée. Tout ce qui se trouve au-delà de cette ligne ne peut être observé, mesuré ni confirmé, car aucun signal n'a encore traversé le temps et l'espace pour nous atteindre. Pourtant, il est presque certain que le cosmos se poursuit au-delà de cette limite, s'étendant dans des dimensions que notre perception n'atteindra jamais. L'univers au-delà de l'horizon est donc le domaine de l'inconnu, un espace où la physique se mêle à l'imagination. Lorsque nous observons les galaxies les plus lointaines, nous voyons le passé le plus ancien que la lumière puisse révéler. Chaque photon qui nous parvient est un messager d'une ère perdue, porteur d'informations sur un univers plus jeune, plus dense et plus chaud. Mais il existe un point où ce voyage dans le passé atteint une limite. Le moment où l'univers est devenu transparent, environ 380 000 ans après le Big Bang. Avant cela, le rayonnement était piégé dans une mer de particules et aucune lumière ne pouvait voyager librement. Tout ce qui s'est produit avant cet instant se trouve au-delà de la lumière et donc au-delà de l'observation directe. Cependant, l'univers ne s'arrête pas là. Ce qui se trouve au-delà de l'horizon pourrait contenir des régions entières présentant des structures semblables aux nôtres, galaxies, étoiles, planètes, peut-être même des formes de vie. L'expansion de l'espace fait que ces régions s'éloignent de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière, les rendant invisibles et inaccessibles. Mais cela ne signifie pas qu'elles cessent d'exister. Elles demeurent là, suivant leur propre cours dans l'immense océan cosmique. Ce qui change, c'est notre relation avec elles. L'espace entre nous grandit plus vite que la lumière ne peut le traverser, créant un abîme de silence qui ne sera jamais franchi. Ce concept est profondément contre-intuitif. Lorsque nous pensons à la distance, nous imaginons un trajet que l'on peut parcourir. Mais à l'échelle cosmique, il existe des lieux vers lesquels aucun voyage n'est possible. Non parce qu'ils sont lointains, mais parce que l'espace même entre eux et nous est en expansion. C'est une distance qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en impossibilité. Il existe des régions de l'univers qui ont existé, existent encore et continueront d'exister, mais qui ne partageront jamais la moindre information avec nous. Ce sont des mondes au-delà de notre horizon des événements, scellés par l'expansion éternelle de l'espace. Les cosmologistes pensent que l'univers pourrait être bien plus vaste, peut-être infiniment plus vaste, que la partie que nous pouvons observer.
Si l'espace est véritablement plat, comme le suggèrent les observations, alors rien n'empêche qu'il s'étende à l'infini, bien au-delà de notre bulle de 46 milliards d'années-lumière. Dans cette immensité, ce que nous appelons l'univers observable ne serait qu'une minuscule région, une particule de poussière au sein d'une structure incomparablement plus grande. La théorie de l'inflation cosmique renforce cette idée. Selon elle, dans les tout premiers instants après le Big Bang, l'univers a connu une expansion si rapide que des régions autrefois connectées ont été séparées à jamais. Cette inflation aurait créé un cosmos immense, composé de zones qui ne pourraient plus jamais interagir. La partie que nous observons ne serait qu'une petite bulle au sein d'une mer de bulles, chacune possédant ses propres lois physiques, constantes et propriétés. Ce concept est connu sous le nom de multivers inflationnaire, une collection d'univers isolés, chacun avec son propre horizon et sa propre histoire. Dans certains de ces univers, les conditions pourraient ressembler aux nôtres, permettant la formation d'étoiles, de planètes et de la vie. Dans d'autres, les forces fondamentales pourraient être différentes. Peut-être la gravité y serait-elle plus forte, ou le temps s'écoulerait-il d'une autre manière. Ces possibilités, aussi spéculatives soient-elles, montrent à quel point notre compréhension du tout reste limitée. Même si nous ne pouvons jamais confirmer l'existence d'autres univers, la logique même de la physique suggère que le nôtre n'est pas le seul possible. L'univers au-delà de l'horizon est aussi le miroir de la limite humaine. Il nous rappelle que toute connaissance est façonnée par la perspective. Nos télescopes, aussi puissants soient-ils, ne sont que des fenêtres ouvertes jusqu'à une certaine profondeur du passé. Ce qui se trouve au-delà appartient au royaume du silence, un silence qui n'est pas absence, mais excès de distance. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette limite. C'est la prise de conscience que l'univers est plus grand que la possibilité même de le mesurer. Pourtant, la science continue de tenter de toucher l'invisible à travers des inférences et des calculs. Les ondes gravitationnelles, par exemple, permettent d'entendre les perturbations de l'espace-temps provenant de régions inaccessibles à la lumière. Ces signaux ouvrent de nouvelles fenêtres sur l'inconnu, révélant des événements qui se produisent à des milliards d'années-lumière, dans des lieux où la lumière ne parviendra jamais. Chaque détection est la preuve que le cosmos s'exprime de multiples façons, et que l'horizon de la lumière n'est pas la fin du savoir, mais le commencement d'une autre forme d'observation. Penser à l'univers, au-delà de l'horizon, c'est reconnaître que nous vivons à l'intérieur d'une frontière en mouvement. À chaque instant, l'espace se dilate et l'horizon recule, emportant avec lui des mondes autrefois à notre portée. Le cosmos s'éloigne, et nous, minuscules observateurs, demeurons dans un petit refuge de lumière qui se rétrécit au milieu d'une obscurité grandissante. Et pourtant, il y a de la beauté dans cet éloignement, car en regardant vers la limite, nous ne voyons pas seulement la fin du visible, nous voyons aussi la puissance de la curiosité humaine qui persiste à avancer même lorsqu'il n'y a plus de lumière pour guider le chemin. Le temps est l'axe invisible sur lequel l'univers se construit. Il n'est pas seulement la succession des événements, mais une dimension réelle, intimement liée à l'espace, façonnant et étant façonné par tout ce qui existe. Parler des limites de l'univers sans parler du temps, c'est comme tenter de comprendre l'océan sans tenir compte de ses marées. Le temps définit la direction du cosmos, la mesure de son expansion, le rythme de son histoire et la limite de notre propre perception. Dans la vision classique, le temps semblait être une ligne continue et uniforme, s'écoulant du passé vers le futur de manière indépendante. Mais la relativité générale a bouleversé cette idée à jamais. Einstein a montré que le temps n'est pas absolu. Il se courbe, se dilate et se contracte selon la gravité et le mouvement. Cela signifie que le temps d'une étoile proche d'un trou noir ne s'écoule pas de la même façon que le temps d'une planète lointaine, ou celui que nous mesurons ici sur Terre. Le temps est malléable, et cette malléabilité est l'une des clés pour comprendre l'univers. Le Big Bang, l'événement qui marque la naissance du cosmos, fut aussi la naissance du temps. Avant lui, il n'y avait pas de « avant » au sens physique. Le temps a commencé là, en même temps que l'espace, l'énergie et la matière. Demander ce qu'il y avait avant le Big Bang n'a donc aucun sens dans le cadre des lois connues de la physique, car le avant lui-même n'existait pas. L'horloge du cosmos a commencé à tourner à cet instant, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Tout ce que nous connaissons, étoiles, galaxies, planètes, vie, est la conséquence de l'expansion du temps et de l'espace
à partir d'un point initial de densité extrême. Cependant, le temps ne s'écoule pas de la même manière dans tout l'univers. Là où la gravité est plus forte, il ralentit. Là où elle est plus faible, il s'accélère. Ce phénomène est appelé dilatation temporelle. Dans les régions proches des trous noirs, le temps semble presque se figer pour un observateur extérieur. Dans les vastes étendues de l'espace intergalactique, où la matière est presque absente, le temps s'écoule plus librement. Ainsi, le cosmos est une mosaïque de rythmes, où chaque lieu possède sa propre cadence temporelle. Cette variation est imperceptible au quotidien, mais à l'échelle cosmique, elle engendre des effets profonds, modifiant notre perception du passé et du futur. Il existe un lien indissociable entre le temps et l'expansion de l'univers. L'espace se dilate et le temps en est le témoin. Le temps cosmique ne se mesure pas avec des horloges humaines, mais par l'âge des galaxies, la lumière des étoiles anciennes et la température du fond diffus cosmologique. À mesure que l'univers s'étend, le rayonnement se refroidit, le rythme ralentit et les événements s'espacent. Le cosmos lui-même vieillit et chaque seconde qui passe est une conséquence directe de son expansion. Le temps définit aussi ce que nous pouvons observer. Lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas l'univers tel qu'il est, mais tel qu'il était. Les galaxies que nous observons aujourd'hui existaient il y a des milliards d'années. Leur lumière a voyagé pendant des ères avant d'atteindre nos télescopes. Le temps de l'observation est donc un temps différé. Il n'existe pas de présent universel, seulement des passés qui se superposent. Chaque direction que nous regardons révèle une étape différente de l'histoire cosmique, faisant de l'espace une sorte d'archive tridimensionnelle du temps. Ce que nous appelons l'horizon de l'univers est en réalité la limite temporelle de la lumière. C'est la distance maximale que le rayonnement a eu le temps de parcourir depuis le début du cosmos. Au-delà de ce point, il n'y a pas d'obscurité absolue. Il y a un temps qui n'est pas encore arrivé. Ces régions sont inaccessibles, non seulement à cause de la distance, mais aussi à cause de leur âge. Le temps, dans sa structure même, définit ce qu'il est possible de connaître et ce qui restera à jamais hors de portée. Les lois de la physique, autant que nous le savons, sont symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Pourtant, l'univers possède une direction temporelle claire, ce que nous appelons la flèche du temps. Cette flèche pointe du passé vers le futur et est liée à l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire à la tendance naturelle de l'univers à passer d'états ordonnés à désordonnés. Le Big Bang a représenté le point de l'entropie minimale, et depuis, l'univers se dirige vers un désordre maximal. C'est pourquoi nous nous souvenons du passé, mais pas du futur. Le temps s'écoule dans la direction où l'entropie croît. L'existence d'une flèche du temps donne à l'univers une narration. La naissance des étoiles, la formation des planètes et même la vie sont des chapitres de ce récit cosmique. Chaque transformation suit le courant du temps, dissolvant d'anciennes structures et en faisant naître de nouvelles. Le temps est le sculpteur invisible du cosmos, lent mais inexorable. Et bien qu'il semble être une force qui nous pousse vers la fin, il est aussi ce qui permet l'existence de tout ce qui change, évolue et s'épanouit. D'un autre côté, le temps est aussi relatif à la perception. À l'échelle humaine, il paraît un flux constant. À l'échelle stellaire, il semble presque immobile. L'univers nous montre que le temps n'est pas une seule rivière, mais un réseau de courants qui s'écoulent à des vitesses différentes. Chaque particule du cosmos possède son propre temps, et tous ces temps coexistent dans un tissu continu. Lorsque nous disons que l'univers a un âge, nous simplifions quelque chose d'infiniment plus complexe. Un ensemble de temps qui coexistent et s'entrelacent comme des vagues dans une mer sans repos. Le rôle du temps va donc bien au-delà de la simple mesure des instants. Il est la structure même de la réalité. L'espace sans le temps serait une image figée. Le temps sans l'espace serait un concept vide. C'est l'union des deux qui crée l'univers tel que nous le connaissons. Un cosmos en perpétuelle transformation, où chaque instant est unique et irrépétible. Contempler le temps, c'est regarder au cœur même de l'être, car il ne se contente pas de mesurer l'univers. Il le fait exister. L'univers que nous connaissons est né d'un instant d'expansion inimaginable. Un moment si bref et si intense qu'il a défié toutes les lois connues de la physique. Ce phénomène est appelé inflation cosmique, l'événement qui a façonné les fondations du cosmos et déterminé tout ce qui allait exister. Pendant une fraction infinitésimale de seconde après le Big Bang, l'univers s'est dilaté de façon exponentielle,
passant d'une taille subatomique à des dimensions astronomiques. C'est dans cet éclair de temps que l'espace s'est aplani, que l'énergie s'est répartie et que la géométrie cosmique que nous connaissons a commencé à se dessiner. Avant l'inflation, l'univers était une région incroyablement dense, chaude et instable. À de si petites échelles, la gravité et la physique quantique se mêlaient, et les lois que nous connaissons cessaient d'avoir un sens. Au cœur de ce chaos primordial, une force inconnue, probablement liée à un champ d'énergie appelé champ d'inflaton, déclencha une expansion accélérée. Cette expansion fut si rapide qu'en moins d'un trillionième de seconde, l'univers grandit plus qu'il ne l'aurait fait en des milliards d'années d'expansion normale. L'énergie concentrée se transforma en espace, et l'espace commença à engendrer plus d'espace, se multipliant comme une onde qui ne rencontre aucune résistance. L'inflation cosmique explique une série de mystères qui, avant elle, semblaient insolubles. L'un d'eux est ce que l'on appelle le problème de l'horizon. L'univers est incroyablement uniforme. La température du rayonnement cosmique de fond est pratiquement la même dans toutes les directions, avec des variations d'à peine une partie sur 100 000. Cela serait impossible si des régions aussi éloignées n'avaient jamais été en contact les unes avec les autres. Mais l'inflation résout ce mystère en montrant qu'avant leur expansion, ces régions étaient suffisamment proches pour atteindre un équilibre thermique. Lorsque l'univers s'est dilaté brusquement, cette homogénéité s'est conservée, mais à des échelles colossales. Un autre problème résolu par l'inflation est celui de la platitude. Les mesures montrent que l'univers est presque parfaitement plat, mais cette platitude est extrêmement instable. Toute petite courbure initiale aurait grandi avec le temps, rendant l'univers bien différent de celui que nous observons aujourd'hui. L'inflation, cependant, a étiré l'espace de manière si violente que toute courbure initiale a été aplanie, comme une feuille froissée qui devient lisse lorsqu'on la tire dans toutes les directions. Le résultat est le cosmos plat que nous observons aujourd'hui, où la géométrie semble équilibrée sur une frontière délicate entre le fini et l'infini. L'inflation offre également une explication à l'origine des structures cosmiques. Durant cette phase d'expansion, de petites fluctuations quantiques, minuscules variations aléatoires de la densité d'énergie, furent amplifiées jusqu'à des échelles astronomiques. Ces fluctuations devinrent les graines de tout ce qui existe. Étoiles, galaxies, amas, et même nous-mêmes. L'univers que nous voyons aujourd'hui, avec ses vastes réseaux de matière et ses vides intergalactiques, est le résultat de la croissance de ces ondulations quantiques initiales. En un sens, chaque galaxie est une mémoire physique d'une fluctuation microscopique survenue dans les premiers instants de l'existence. Les preuves de l'inflation ne proviennent pas d'observations directes, mais de ses conséquences. Le motif du rayonnement cosmique de fond, la lueur résiduelle du Big Bang, montre des variations correspondant exactement à ce que prédit l'inflation. Ces minuscules irrégularités, détectées par des télescopes comme Planck et WMAP, sont l'empreinte fossilisée des premières ondulations dans le tissu de l'espace. De plus, le spectre de ces fluctuations est presque, mais pas tout à fait, uniforme, ce qui indique qu'elles sont nées de processus quantiques survenus pendant l'inflation. La précision de ces correspondances est telle que de nombreux physiciens considèrent l'inflation comme l'une des théories les plus réussies de la cosmologie moderne. Cependant, l'inflation cosmique soulève une question encore plus profonde. Si l'espace peut se dilater de manière exponentielle, qu'est-ce qui l'empêche de continuer à s'étendre dans certaines régions? La réponse pourrait bien être rien. La théorie prédit que l'inflation peut être éternelle à l'échelle globale, alors que dans certaines zones, elle s'arrête, permettant la formation de galaxies et d'étoiles. Dans d'autres, elle continue indéfiniment. Chaque fois qu'une bulle d'espace cesse de s'inflater, elle donne naissance à un univers local, comme le nôtre. Plongé dans un océan infini d'autres univers en expansion continue. C'est le fondement de l'idée du multivers inflationnaire. Si cette hypothèse est vraie, notre univers ne serait qu'une bulle parmi d'innombrables autres, chacune possédant ses propres lois physiques, constantes, fondamentales et histoire cosmique. Certaines pourraient avoir des dimensions différentes, d'autres ne permettraient jamais la formation d'atomes ni de vie. C'est une vision vertigineuse. Le cosmos comme un champ infini d'univers en gestation, naissant et s'éloignant à jamais. Dans cette perspective, ce que nous appelons tout ne serait qu'un fragment minuscule d'une structure sans fin. L'inflation cosmique redéfinit notre manière de penser le commencement,
Le Big Bang cesse d'être un point singulier pour devenir une transition, l'instant où l'inflation s'est terminée et où l'univers a commencé à se comporter de façon normale, permettant la formation de la matière et du rayonnement. Le véritable commencement, donc, pourrait se trouver encore plus loin en arrière, dans un temps que nous ne pouvons mesurer, à une phase d'énergie pure où l'espace et le temps n'existaient pas encore tels que nous les connaissons. L'impact philosophique de cette idée est profond, car si l'univers n'est qu'une bulle parmi une infinité d'autres, qu'est-ce que cela signifie pour l'unicité de notre existence? Peut-être ne sommes-nous pas le résultat inévitable de la création, mais simplement l'une des possibilités infinies que l'espace et le temps permettent. Et en même temps, peut-être que chaque particule de notre être est un souvenir direct de ce premier souffle d'inflation, le moment où le néant a commencé à se multiplier en tout. Depuis le début de la cosmologie moderne, l'une des questions les plus profondes que l'humanité cherche à résoudre est de savoir si l'univers aura une fin ou s'il est éternel, se répétant en cycles infinis de création et de destruction. Le temps, qui a commencé avec le Big Bang, semble suivre une trajectoire linéaire, mais certaines théories suggèrent que le cosmos pourrait renaître, se réinitialiser et répéter son histoire comme un phénix cosmique. L'univers que nous connaissons n'est peut-être pas le premier, et peut-être pas le dernier. Pendant longtemps, on a cru que le destin de l'univers dépendait de sa densité. S'il existait suffisamment de matière, la gravité finirait par ralentir l'expansion et la renverser, conduisant à un effondrement final appelé Big Crunch. Dans ce scénario, le cosmos se contracterait lentement, les galaxies se rapprocheraient, les étoiles entreraient en collision et toute la matière et l'énergie reviendraient à un point de densité infini. Ce serait le miroir du Big Bang, une fin qui prépare un nouveau commencement. Après l'effondrement total, une nouvelle expansion pourrait se produire, initiant un autre cycle, un nouvel univers émergeant des cendres de l'ancien. Avec l'avancée des observations, cependant, une surprise est apparue. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle s'accélère. Cette accélération, provoquée par l'énergie sombre, semble repousser les galaxies les unes des autres à un rythme croissant. Au lieu d'un univers qui se contracte, nous voyons un cosmos qui s'étend de plus en plus vite. Cette découverte a complètement transformé notre vision du destin final de l'univers, ouvrant la voie à d'autres scénarios tout aussi grandioses et tragiques. L'un d'eux est le Big Freeze, également appelé la mort thermique. Dans ce futur, l'expansion continuerait indéfiniment, diluant la matière et l'énergie jusqu'à ce que tout devienne froid et inerte. Les étoiles épuiseraient leur carburant, les planètes gèleraient et les galaxies s'éloigneraient tellement que la lumière de l'une n'atteindrait plus jamais l'autre. Au fil de billions d'années, seuls les trous noirs subsisteraient, engloutissant lentement les derniers vestiges d'énergie. Finalement, même ces géants s'évaporeraient sous l'effet du rayonnement, laissant derrière eux un univers vide et silencieux, une nuit éternelle où le temps existerait encore, mais où rien ne se produirait plus. Un autre scénario possible est le Big Ripper, le grand déchirement. Dans cette vision, l'énergie sombre non seulement accélère l'expansion, mais l'intensifie de manière exponentielle. Le résultat serait catastrophique. D'abord, les galaxies seraient déchirées, puis les systèmes stellaires, les planètes, et enfin, même les atomes seraient arrachés par l'expansion incontrôlable de l'espace. L'univers se désintégrerait de l'intérieur jusqu'à ce que le tissu même de l'espace-temps se rompe. Ce serait une fin absolue, la disparition de la structure même qui soutient l'existence. Mais il existe aussi des visions plus optimistes, suggérant que l'univers pourrait renaître. Les théories de l'univers cyclique proposent que le cosmos passe par une succession infinie d'expansions et de contractions, chacune donnant naissance à un nouvel univers aux propriétés légèrement différentes. Dans ce modèle, le Big Bang ne serait pas le commencement de tout, mais simplement une phase de transition entre deux cycles cosmiques. Chaque univers laisserait au suivant un héritage subtil, des traces d'énergie, des structures fondamentales et peut-être même des informations inscrites dans la nature même de l'espace. Une variation moderne de cette idée est le modèle du rebond quantique. Selon ce modèle, lorsque l'univers atteint des densités extrêmes, les effets de la gravité quantique empêchent l'effondrement total. Au lieu d'un point de singularité, il y aurait un rebond, où la contraction se transforme à nouveau en expansion. L'univers ne mourrait pas, il changerait simplement de phase.
Cette hypothèse suggère que le Big Bang fut en réalité l'écho d'un effondrement précédent, la renaissance d'un cosmos qui n'a jamais cessé d'exister. Ces théories remettent en question notre compréhension du temps. Dans un univers cyclique, le temps n'aurait ni début ni fin, mais se comporterait comme un cercle, où chaque ère cosmique donnerait naissance à la suivante. Chaque expansion et chaque effondrement seraient simplement les battements du cœur d'un univers éternel. C'est une vision profondément poétique, mais aussi scientifique, car elle reste cohérente avec les lois de la thermodynamique et de la relativité. Le concept d'éternité cosmique soulève également des questions philosophiques. Si l'univers est cyclique, l'histoire se répète-t-elle exactement de la même manière? Y a-t-il eu d'autres versions de nous dans des univers précédents, vivant les mêmes expériences à travers des cycles sans fin? Ou chaque cycle est-il complètement nouveau, avec des variations infinies et imprévisibles? La science n'a pas de réponse à cela, mais le simple fait que nous puissions poser ces questions révèle la profondeur de notre curiosité face au mystère. Même au milieu de tant d'hypothèses, un consensus demeure. L'univers est un système en évolution. Qu'il se dirige vers le silence du Big Freeze, vers l'effondrement du Big Crunch ou vers la renaissance d'un nouveau cycle, le cosmos n'est pas statique. C'est un organisme cosmique en mouvement, régi par des lois qui le font naître, croître et peut-être renaître. À chaque expansion apparaissent de nouvelles formes de matière et d'énergie. De nouveaux mondes émergent, de nouvelles histoires commencent. Peut-être que l'univers n'a jamais eu de véritable commencement, et peut-être n'aura-t-il jamais de fin définitive. Ce que nous appelons origine et destin n'est peut-être qu'une illusion née de notre besoin de linéarité. Le cosmos, dans son immensité, pourrait être semblable à un océan éternel, où chaque vague est un univers qui surgit et disparaît, et nous ne serions qu'un instant au sein de ce mouvement infini. Derrière tout ce que nous pouvons voir dans l'univers se cache une présence invisible qui domine la majeure partie de sa structure. Une substance qui ne brille pas, ne réfléchit pas la lumière et ne peut pas être détectée directement. Elle n'émet aucune radiation, n'interagit pas avec les champs électriques et échappe à tous les instruments créés par l'humanité. Pourtant, son influence est indéniable. Cette entité mystérieuse est appelée matière noire, et elle représente l'un des plus grands mystères de la science moderne. La matière noire n'a pas été découverte par observation directe, mais par l'effet qu'elle exerce sur ce que nous pouvons voir. Les astronomes ont remarqué que les galaxies tournaient beaucoup trop vite pour rester unies uniquement par la gravité de la matière visible. Étoiles, gaz et poussière. Si cette masse visible était tout ce qui existait, les galaxies se disperseraient. Quelque chose d'invisible, cependant, les maintenait ensemble. C'était comme si une toile cachée soutenait l'univers, le gardant uni par des forces silencieuses. Ce fut le premier indice qu'il y avait bien plus dans le cosmos que ce que nos yeux pouvaient percevoir. Des études ultérieures ont révélé que la matière noire constitue environ 85% de toute la matière existante, tout ce que nous connaissons. Planètes, étoiles, nuages de gaz, même nos propres corps, ne représentent qu'une fraction infime de l'univers. Le reste est dissimulé sous cette forme énigmatique de matière. Elle est la fondation invisible sur laquelle se forment les galaxies, le squelette qui donne sa structure au cosmos. Sans elle, les étoiles ne se regrouperaient pas, les planètes n'orbiteraient pas, et l'univers ne serait qu'un brouillard dispersé de particules isolées. Mais qu'est-ce exactement que la matière noire? C'est la question à laquelle nous ne savons toujours pas répondre. Plusieurs hypothèses tentent d'en décrire la nature. L'une propose qu'elle soit composée de particules inconnues, appelées WIMP, particules massives interagissant faiblement. Une autre suggère l'existence d'actions, des particules extrêmement légères qui pourraient remplir l'espace en quantité colossale. D'autres théories évoquent les neutrinos stériles, des versions encore plus insaisissables des particules déjà connues. Aucune de ces idées, toutefois, n'a encore été confirmée. À ce jour, aucun détecteur n'a réussi à enregistrer directement une seule particule de matière noire. Pourtant, les preuves de son existence sont partout. La façon dont les galaxies se déplacent, la vitesse à laquelle les amas tournent, les lentilles gravitationnelles qui dévient la lumière des étoiles lointaines, tout cela révèle la présence de cette force cachée. Elle agit comme un cadre invisible, sculptant l'univers à des échelles inimaginables. La lumière des galaxies éloignées se courbe en traversant des régions à forte concentration de matière noire, permettant aux astronomes d'en cartographier les contours sans la voir. Ces ombres gravitationnelles
sont les seules empreintes laissées par quelque chose que nous ne pouvons pas toucher. La matière noire n'est pas seulement une curiosité, elle est essentielle à l'histoire cosmique. Sans elle, les petites fluctuations de densité de matière après le Big Bang ne se seraient jamais amplifiées suffisamment pour former des galaxies. C'est la gravité de la matière noire qui a attiré le gaz et la poussière cosmique, les condensant en nuages qui, au fil de milliards d'années, ont donné naissance aux étoiles et aux planètes. En un sens, toute la structure de l'univers visible est née de quelque chose d'invisible. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la surface d'une réalité bien plus profonde. La matière noire nous rappelle aussi combien la connaissance humaine reste limitée. Même avec les télescopes et les accélérateurs de particules les plus avancés, nous ne parvenons toujours pas à déchiffrer sa composition. Chaque tentative d'observation directe se solde par le silence. C'est comme si nous avancions à tâtons dans une pièce obscure, guidés seulement par l'écho de nos pas. Cela remet en perspective notre compréhension du cosmos. La majeure partie de celui-ci est faite de quelque chose que nous ne pouvons même pas détecter. Et la matière noire n'est pas seule dans ce mystère. Il y a aussi l'énergie sombre, encore plus dominante et énigmatique. Tandis que la matière noire maintient l'univers uni, l'énergie sombre le pousse vers l'extérieur, accélérant son expansion. Ensemble, elles constituent plus de 95% de tout ce qui existe, ne laissant qu'une infime fraction à la matière ordinaire. L'univers, dans son ensemble, est pratiquement composé d'éléments invisibles. Ce que nous pouvons voir n'est qu'un mince voile de réalité flottant au-dessus de l'abîme de l'inconnu. Cette constatation change radicalement notre manière de concevoir le cosmos. Peut-être que l'univers est davantage une ombre qu'une présence. Peut-être que le visible n'est que la surface d'une structure bien plus complexe, une manifestation limitée de ce qui existe réellement. La matière noire et l'énergie sombre sont les clés pour comprendre non seulement la forme de l'univers, mais aussi son destin. Elles déterminent comment le cosmos s'étend, s'organise, et même comment il pourrait finir. La recherche de la matière noire est, en fin de compte, une quête des limites de la connaissance humaine. Elle nous oblige à admettre que l'univers est plus vaste que notre capacité à le percevoir, et qu'il existe des forces et des substances qui échappent complètement à notre compréhension. Pourtant, c'est précisément cette quête qui entretient la flamme de la science. Chaque tentative de la trouver, chaque nouveau détecteur construit, chaque simulation réalisée sur des superordinateurs est un pas de plus vers la compréhension de l'invisible. Le mystère de la matière noire est aussi un miroir. Il nous montre que peu importe nos progrès, il existera toujours des frontières au-delà desquelles la lumière ne peut atteindre. Des frontières que seule la curiosité, l'imagination et la volonté de comprendre peuvent franchir. Et c'est peut-être dans cette obscurité, et non dans la lumière, que réside la véritable essence du cosmos. L'univers n'est pas seulement vaste, il est structuré selon une architecture qui dépasse notre intuition. Derrière l'apparente dispersion des galaxies et des vides cosmiques se cache un ordre géométrique silencieux, une symétrie qui imprègne l'espace et le temps, formant ce que beaucoup appellent la géométrie éternelle, le dessin fondamental du cosmos. Cette géométrie ne se limite pas aux 3 dimensions de l'espace que nous pouvons imaginer. C'est un maillage invisible qui s'étend à travers plusieurs dimensions, soutenant l'univers et définissant la manière dont il s'étend, se courbe et se relie. Pour comprendre cette structure, il faut abandonner l'idée que l'univers possède une forme simple. Ce n'est ni une sphère, ni un cube, ni un plan, c'est une entité à géométrie variable, façonnée par la gravité et l'énergie. À grande échelle, cette géométrie prend des formes complexes, appelées topologies. Certaines théories suggèrent que l'univers pourrait avoir la forme d'un tore, semblable à un beignet cosmique, où l'espace se courbe et se relie à lui-même. D'autres le décrivent comme une hypersphère, une surface tridimensionnelle existant dans un espace à 4 dimensions. Ces idées ne sont pas de simples abstractions mathématiques, elles cherchent à expliquer pourquoi l'univers semble homogène, sans centre ni bord, tout en étant fini. Imaginez marcher en ligne droite à travers le cosmos, en traversant des galaxies, des nébuleuses et des vides intergalactiques. Dans un univers à géométrie fermée, après des billions d'années-lumière, vous pourriez revenir à votre point de départ sans jamais rencontrer de limite. Voilà l'essence de la géométrie éternelle. L'espace peut être fini, mais sans frontières. Il n'existe pas de dehors de l'univers, car l'espace n'est contenu dans rien.
Il est le contenant même de tout ce qui existe. Le cosmos ne s'étend pas dans quelque chose. C'est l'espace lui-même qui croît. Les cosmologistes utilisent les lois de la relativité générale pour décrire cette géométrie avec précision. L'équation fondamentale d'Einstein montre que la courbure de l'espace-temps dépend directement de la densité d'énergie et de matière présente. Là où la masse est plus importante, l'espace se courbe. Là où elle est moindre, il s'aplanit. Cette variation crée un équilibre dynamique. L'univers dans son ensemble est une combinaison de régions courbes et de régions presque plates. Une tapisserie cosmique faite d'ondulations subtiles et d'expansions infinies. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans la géométrie éternelle, la possibilité d'espaces multiples connectés. Cela signifie que l'univers pourrait posséder des raccourcis, des régions où l'espace se plie au point de relier des zones lointaines entre elles. Ces raccourcis sont connus sous le nom de pont d'Einstein-Rosen ou trou de verre. Ce sont des solutions mathématiques issues de la relativité, suggérant l'existence de tunnels spatiaux reliant différents points du cosmos, voire différents univers. Bien qu'il n'existe encore aucune preuve concrète de leur existence, leur possibilité renforce l'idée que l'espace-temps est bien plus souple et complexe que ce que nous pouvons percevoir. La géométrie éternelle englobe également le concept de symétrie cosmique. Les lois de la physique semblent identiques dans toutes les directions où nous regardons et partout où nous observons. Cette uniformité, appelée isotropie, constitue l'une des grandes énigmes de l'univers. Pourquoi tout paraît-il si équilibré à des échelles gigantesques? L'inflation cosmique, évoquée précédemment, apporte une réponse. En étendant l'univers de manière soudaine, elle aurait nivelé ces irrégularités, créant une structure homogène et symétrique. Cette symétrie n'est pas accidentelle. Elle reflète l'équilibre fondamental entre l'énergie et l'espace. Cependant, à des échelles plus petites, cette harmonie se brise. La géométrie du cosmos est parsemée de distorsions gravitationnelles, d'ondulations de matière et d'énergie qui se propagent comme des vagues à travers le tissu de l'espace-temps. Ces ondes gravitationnelles sont la signature du mouvement des corps les plus massifs, trous noirs, étoiles à neutrons, galaxies en fusion. Elles voyagent pendant des milliards d'années, déformant légèrement l'espace qu'elles traversent. La détection de ces ondes est l'une des plus grandes réussites de la science moderne, car elle nous permet d'écouter la géométrie de l'univers. Chaque vibration enregistrée est une note dans la symphonie silencieuse du cosmos. L'idée de la géométrie éternelle transforme aussi notre perception du commencement et de la fin. Dans un espace courbe et continu, il n'existe aucun point d'origine fixe. Le Big Bang n'a pas été une explosion en un lieu déterminé, mais l'expansion de tout l'espace en même temps. De même, si l'univers devait prendre fin, cela ne se produirait pas en un point particulier, mais en tout point simultanément. L'espace, le temps et l'énergie font partie d'une même totalité, et leur géométrie est à la fois la scène et l'acteur de ce drame cosmique. Cette structure invisible est si parfaite qu'elle peut être décrite par des équations simples, mais si profonde qu'elle défie toute tentative de représentation visuelle. L'univers est une construction mathématique vivante, une harmonie de courbures, de symétrie et de dimensions coexistant dans un équilibre subtil. Même le chaos apparent, les explosions de supernovas, les collisions de galaxies, la mort des étoiles, obéit à cet ordre sous-jacent. C'est un chaos géométrique, régi par des lois éternelles. Le terme géométrie éternelle résume une vérité profonde. L'univers est une forme en perpétuelle transformation, mais dont les lois demeurent immuables. La matière naît et meurt, la lumière voyage et s'éteint, mais le tissu de l'espace-temps subsiste. Il se courbe, se dilate et se recombine, maintenant l'équilibre entre ce qui fut et ce qui sera. Le cosmos est donc une géométrie vivante, une architecture infinie qui respire au rythme du temps. Et lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous ne voyons pas seulement des étoiles et des galaxies. Nous contemplons cette géométrie. Chaque point lumineux est un sommet d'une équation cosmique, une partie d'un dessin qui s'étend sur des milliards d'années. Même sans la comprendre entièrement, nous ressentons son harmonie, l'équilibre silencieux qui unit toutes choses et fait de l'univers une œuvre éternelle, tracée avec la précision invisible de l'existence même. L'idée que l'univers puisse avoir une fin est l'héritage de notre perception limitée. Depuis l'enfance, nous apprenons que tout ce qui nous entoure possède des marges, des frontières et des contours. L'océan a une côte,
la montagne un sommet, le livre une couverture. Dans notre expérience quotidienne, la notion de fin est constante. Il est donc naturel d'imaginer le cosmos comme quelque chose qui doit également se terminer quelque part. Mais cette idée, si intuitive dans le monde humain, perd tout son sens lorsqu'elle est projetée à l'échelle cosmique. La vérité est que l'univers, dans sa nature la plus profonde, n'a pas de bord. La limite que nous percevons n'est qu'une illusion. Quand nous parlons de la fin de l'univers, la première image qui nous vient à l'esprit est celle d'un mur invisible, un point où l'espace s'arrête et où le néant commence. Pourtant, l'espace n'est pas un objet physique doté de frontières définies. C'est une relation entre des distances, une structure continue qui se prolonge sur elle-même. Il n'y a pas de dehors, car l'univers n'est contenu dans rien. Il est le tissu même de l'existence. Demander ce qu'il y a au-delà de l'univers revient à se demander ce qui existe au nord du pôle Nord. Le concept de dehors ne s'applique tout simplement pas. Pour comprendre cette idée, imaginez une fourmi marchant sur la surface d'un ballon. Pour elle, le ballon paraît infini. Plus elle avance, plus l'espace s'étend devant ses yeux sans jamais rencontrer de bord. Pourtant, la surface est finie. Elle a une étendue totale, mais sans limite ni mur. L'univers pourrait être exactement ainsi, fini mais sans frontières. Un espace courbé sur lui-même où toutes les directions ramènent finalement au même point. L'expansion de l'univers renforce cette vision. Lorsque nous disons que le cosmos est en expansion, cela ne signifie pas qu'il grandit dans un espace vide préexistant. C'est l'espace lui-même qui s'étend. Les galaxies ne se déplacent pas à travers le vide. Elles sont entraînées par l'expansion du tissu de l'espace-temps. Il n'existe pas de dehors vers lequel l'univers s'étend, car l'espace se crée à mesure que l'expansion se produit. L'univers grandit, mais pas vers quelque chose. Il grandit en lui-même. Cette absence de bord explique aussi pourquoi il n'y a pas de centre de l'univers. Aucun point n'est privilégié, et tous les observateurs, depuis n'importe quelle galaxie, verraient les autres s'éloigner de manière égale. Cela s'explique par le fait que l'expansion est homogène. Elle se produit partout à la fois. S'il existait un centre, il serait identifiable, ce qui briserait la symétrie que nous observons. Mais l'univers n'a pas de centre fixe. Il est comme un ballon qui se gonfle, où chaque point de sa surface s'éloigne uniformément des autres. L'illusion des bords naît de la limitation de nos sens. Lorsque nous regardons l'horizon, nous voyons une sorte de fin du monde, mais nous savons que ce n'est que la courbure de la Terre. Il en va de même pour l'univers. L'horizon cosmique n'est que la limite de ce que nous pouvons observer, non celle de ce qui existe. Ce qui se trouve au-delà continue d'exister, même si nous ne le verrons jamais. Ainsi, la fin que nous imaginons n'est que la fin de notre vision, non celle de la réalité. La relativité générale d'Einstein renforce cette absence de frontières. Dans un espace courbé, il est impossible de tracer une ligne droite infinie sans revenir au point de départ. L'univers peut être refermé sur lui-même, et pourtant paraître infini à ceux qui l'habitent. Le temps et l'espace s'entrelacent de telle manière que le concept même de bord se dissout. Le cosmos, en ce sens, est une structure autosuffisante, complète en elle-même. Cette notion défie notre intuition, mais éveille aussi une beauté singulière. Penser à un univers sans bord, c'est penser à une existence qui n'a pas besoin de limites pour être comprise. L'espace n'a pas besoin de contours pour exister. Il est continu, fluide et en transformation constante. Chaque point est relié à tous les autres par les lois de la physique, et chaque particule, aussi minuscule soit-elle, participe à ce tout sans marge. D'un point de vue philosophique, l'absence de bords a une signification encore plus profonde. Elle suggère que l'univers est une totalité sans dehors, et que tout ce qui existe fait partie d'une même réalité continue. Il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'univers et le vide, entre l'être et le néant. L'univers n'a pas besoin de contours pour être complet. Il est comme tout simplement. C'est peut-être l'une des leçons les plus puissantes de la cosmologie. L'infini peut se contenir dans le fini, et le tout n'a pas besoin de frontières pour exister. Pourtant, l'esprit humain continue d'imaginer ce qu'il y a au-delà. Cette curiosité est ce qui nous pousse. Nous élaborons des théories, construisons des télescopes et des sondes, envoyons des messages dans le vide, comme si nous voulions toucher les limites de l'impossible. Mais l'univers, silencieusement, nous enseigne qu'il n'y a pas de marge à atteindre, seulement de nouvelles façons de comprendre la vastitude que nous habitons. La véritable frontière
ne se trouve pas dans l'espace, mais dans l'imagination. En fin de compte, l'illusion des bords est le reflet de notre propre besoin de limite. Nous sommes des êtres finis, tentant de comprendre l'infini. Nous cherchons des frontières parce que nous vivons à l'intérieur d'elles. Mais le cosmos nous invite à penser au-delà. Il nous montre que l'espace est une continuité éternelle, sans commencement ni fin définie, et que chaque point, chaque étoile et chaque particule font partie d'une totalité qui ne peut être contenue. Le bord de l'univers est donc un mirage, et c'est précisément ce mirage qui nous pousse à continuer d'explorer. Parmi les idées les plus provocantes issues de la physique théorique et de la philosophie moderne, aucune n'est aussi troublante que l'hypothèse selon laquelle l'univers pourrait être une simulation, une construction mathématique autocohérente, créée par des intelligences naturelles ou artificielles, à un niveau supérieur de réalité. Cette possibilité, mêlant science, logique et spéculation, n'est pas une simple curiosité philosophique. Elle découle directement de notre compréhension des lois de la nature, des lois précises, régulières, universelles, et autant que nous le sachions, écrites dans le langage des mathématiques. Si l'univers se comporte comme un système d'information, il ne serait pas absurde d'imaginer qu'il est, en essence, un calcul en cours d'exécution. L'hypothèse de la simulation s'est renforcée à partir d'un raisonnement simple. Si une civilisation atteignait un niveau de développement technologique capable de créer des simulations parfaites de la réalité, des mondes entiers, dotés de conscience, de temps et de lois physiques, alors il est probable que de telles simulations soient nombreuses, peut-être innombrables. Si chacune d'elles était habitée par des êtres conscients, les chances que nous vivions dans l'une de ces réalités simulées seraient bien plus grandes que celles d'être dans la réalité originale. En d'autres termes, si la création d'univers simulés est possible, il est statistiquement presque certain que nous vivons déjà dans l'un d'eux. Mais que signifie vivre dans une simulation? La physique moderne, curieusement, offre des indices qui rendent cette idée plus plausible que nous le souhaiterions. L'univers est quantifié, c'est-à-dire que toute la réalité est composée d'unités minimales d'énergie, de temps et d'espace. Il existe une limite à la petitesse de ce qui peut être mesuré, et au-delà de ce point, la notion de continuité disparaît. Cela ressemble à un système numérique dans lequel la réalité serait construite pixel par pixel, bit par bit, avec une résolution fondamentale. La constante de Planck, la limite minimale de la physique quantique, serait l'équivalent cosmique de la taille du pixel de l'univers. D'autres indices apparaissent dans la manière dont l'univers se comporte. Les lois physiques traitées sont universelles et immuables, applicables partout, comme les instructions d'un code. Les constantes fondamentales, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, la force de la gravité, sont des valeurs fixes qui soutiennent toute l'existence, comme les paramètres d'un programme parfaitement réglé. Et les particules élémentaires, au lieu d'être de petites sphères de matière, se comportent comme des excitations de champs d'énergie, des vibrations dans un réseau invisible d'informations. Le cosmos pourrait donc être un système de données en traitement continu. Certains chercheurs suggèrent que l'univers pourrait présenter des signes de discrétisation, de subtiles imperfections révélant sa nature numérique. Par exemple, si l'espace-temps était réellement composé d'unités minimales, alors les particules à haute énergie devraient subir de légères distorsions en parcourant de grandes distances, comme si elles traversaient une grille microscopique. Détecter ces irrégularités serait, en théorie, un moyen de tester si l'univers est continu ou calculé. À ce jour, aucune expérience n'a confirmé ces distorsions, mais la recherche se poursuit. Certains voient la simulation non pas comme une limitation, mais comme une explication élégante au mystère de la physique. Des phénomènes comme l'intrication quantique, où deux particules semblent communiquer instantanément, pourraient être des manifestations d'un traitement partagé, où l'information ne voyage pas dans l'espace, mais est mise à jour simultanément, comme dans les systèmes numériques. De même, l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière serait une contrainte de traitement, une sorte de taux maximal de rafraîchissement de la réalité. L'hypothèse de la simulation touche aussi au domaine de la conscience. Si l'univers est un système d'information, l'esprit pourrait être une forme de traitement interne à ce système. Notre perception, notre mémoire et nos émotions seraient des motifs d'information qui émergent et interagissent à l'intérieur de la simulation. Cette vision rapproche la physique de la métaphysique,
Peut-être que la conscience n'est pas un produit de l'univers, mais le moyen par lequel l'univers se perçoit lui-même. D'un point de vue philosophique, l'idée de la simulation n'est pas nouvelle. Platon imaginait déjà l'humanité prisonnière d'une caverne d'ombre, confondant apparence et réalité. Des siècles plus tard, des penseurs comme René Descartes se sont demandé si le monde que nous percevons pouvait être une illusion. Ce qui change à l'ère moderne, c'est que ces doutes reposent désormais sur une base scientifique. Nous disposons d'équations, d'ordinateurs et de théories capables de transformer la métaphore en hypothèse vérifiable. L'univers comme simulation n'est plus une simple allégorie. C'est une possibilité que l'on peut explorer. Cependant, même si nous vivions dans une simulation, cela ne diminuerait pas la valeur de notre existence. Car à l'intérieur de cette réalité, tout ce que nous ressentons, pensons et faisons est réel à son propre niveau. Tout comme un personnage dans un rêve vit pleinement son expérience, nous vivons aussi la nôtre. Et le fait que l'univers soit ou non un code ne change rien à la profondeur des émotions, des découvertes et de la conscience. Le réel, en fin de compte, peut se définir non par son origine, mais par l'expérience. De plus, cette hypothèse possède une dimension spirituelle. Si l'univers est une simulation, il doit y avoir un programmeur, une intelligence supérieure, consciente et créatrice. Pour certains, cela s'apparente à l'idée de Dieu. Pour d'autres, ce n'est qu'une métaphore technologique de l'origine de l'existence. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, l'idée que le cosmos ait été conçu par un esprit intelligent ravive l'ancienne question. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? L'hypothèse de la simulation ne détruit pas le mystère, elle l'amplifie. Même si nous prouvions un jour que nous vivons dans une réalité simulée, il resterait la question de l'univers réel qui la contient. Et si celui-là aussi était une simulation? Le paradoxe se répète à l'infini, créant une chaîne de réalités imbriquées les unes dans les autres, comme des miroirs se reflétant sans fin. Peut-être que la nature ultime de l'être n'est pas une structure physique, mais une succession de niveaux d'information qui ne s'achèvent jamais. En fin de compte, penser à l'univers comme à une simulation est, d'une certaine manière, une façon moderne de contempler l'infini. Cela nous rappelle que tout ce que nous voyons, des galaxies aux particules subatomiques, pourrait n'être qu'un reflet de quelque chose de plus grand, un code qui génère la beauté, l'ordre et la conscience. Et si tel est le cas, alors vivre, c'est participer à ce code, sentir, penser et exister dans le mystère qui nous programme. Peut-être que le véritable but de la simulation n'est pas de tromper, mais d'éveiller. L'infini est peut-être l'idée la plus puissante et la plus incompréhensible que l'esprit humain ait jamais conçue. Il n'est pas seulement une grandeur sans fin, il est l'absence de limites dans toutes les directions de la pensée. Dans le contexte de l'univers, l'infini cesse d'être une abstraction mathématique pour devenir une possibilité physique, une caractéristique fondamentale de la réalité elle-même. Se demander si l'univers est infini, c'est aussi se demander si l'existence a une limite, si le temps peut cesser, s'il existe un point où l'être s'achève et où le néant commence. C'est une question qui défie non seulement la science, mais la nature même de la pensée. L'infini n'est pas un nombre, mais une condition. En mathématiques, il représente ce qui croît sans fin, ce qui ne peut jamais être atteint. En cosmologie, il prend un sens encore plus profond, celui d'un univers sans frontières, qui s'étend à l'infini, peut-être sans répétition. Il est difficile de concevoir quelque chose sans limite, car notre esprit est façonné pour fonctionner avec des débuts et des fins. Nous vivons dans des corps finis, dans des mondes avec des contours, dans des temps qui s'écoulent. Tout ce que nous connaissons suit un cycle, mais l'univers, dans sa totalité, ne suit peut-être pas cette logique. Il peut simplement exister, sans avoir besoin d'un point initial ni d'une destination finale. L'infini est présent à tous les niveaux de l'existence. À l'échelle microscopique, l'espace semble se diviser indéfiniment. Chaque particule peut contenir des éléments plus petits, et chaque distance peut être subdivisée en parties encore plus petites. À l'échelle cosmique, les galaxies s'éloignent les unes des autres, et rien n'indique que cette expansion trouvera une fin. La lumière voyage pendant des milliards d'années, et ne parvient toujours pas à atteindre le tout. C'est comme si l'univers était un miroir se reflétant lui-même en couches infinies, chacune ne révélant qu'une fraction du réel. D'un point de vue physique, l'infini est une question de perspective. Il se peut que l'univers soit véritablement infini dans son étendue, ou qu'il soit simplement si vaste que sa courbure nous est imperceptible, si grand que pour nous, il paraît sans limite.
Mais il existe un autre type d'infini, plus subtil, l'infini du temps. Même si l'espace est fini, le temps pourrait se prolonger indéfiniment. L'univers pourrait s'étendre éternellement, se refroidir, se diluer, jusqu'à devenir un océan silencieux de particules isolées, vivant dans un temps sans événement. En ce sens, l'infini n'est pas seulement distance, il est durée, il est permanence. Le concept d'infini est également lié au mystère de la conscience. Lorsque nous contemplons l'univers et tentons d'en comprendre l'immensité, quelque chose en nous s'élargit aussi. L'esprit humain, bien que limité, est capable de concevoir l'illimité. C'est le plus beau paradoxe de l'existence. Un être fini capable d'imaginer l'infini. Peut-être est-ce cela qui nous relie au cosmos, la capacité de penser au-delà des frontières du temps et de l'espace, de projeter la pensée vers des lieux où le corps ne pourra jamais aller. En philosophie, l'infini représente l'essence du divin. Il est ce qui ne peut être contenu, ce qui ne peut être entièrement expliqué, ce qui existe par lui-même. Pour les anciens, l'infini était le domaine des dieux. Pour la science moderne, c'est celui de la réalité totale. Mais dans les deux cas, il conserve la même caractéristique. C'est l'horizon, que l'on ne peut jamais atteindre. L'infini n'est pas quelque chose que l'on comprend, seulement quelque chose que l'on pressent. Il est présent dans chaque rayon de lumière traversant l'espace, dans chaque galaxie disparaissant à l'horizon cosmique, dans chaque instant qui passe sans jamais se répéter. Il y a une certaine beauté dans l'incapacité de comprendre l'infini, car il nous rappelle que l'existence est plus vaste que toute explication. Même les équations les plus puissantes, les théories les plus avancées et les télescopes les plus précis ne saisissent qu'une fraction du tout. L'infini est ce qui demeure lorsque la connaissance s'achève. C'est le silence au-delà de la dernière question, l'espace où le mystère continue d'exister. Lorsque les astronomes lèvent les yeux vers le ciel et observent des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, ils n'étudient pas seulement le passé de l'univers. Ils contemplent le reflet de l'infini, car plus nous regardons loin, plus l'univers s'étend. Chaque nouvelle découverte élargit l'horizon, et chaque réponse ouvre de nouvelles questions. L'infini est le moteur même de la science, le vide qui nous pousse à avancer. Et peut-être que le sens le plus profond de l'infini réside dans la prise de conscience qu'il existe à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. L'univers s'étend sans fin vers l'extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit humain se trouve un autre univers tout aussi vaste, où les idées, les émotions et les souvenirs se multiplient sans limite. Chaque pensée est un fragment du cosmos. Chaque conscience est un petit miroir de l'infini. Ainsi, l'infini cesse d'être seulement une propriété de l'univers pour devenir une condition de l'existence elle-même. Penser l'infini, c'est accepter le mystère. C'est reconnaître que tout n'a pas besoin de frontières pour être réel, que tout n'a pas besoin d'un commencement pour exister. L'univers n'a pas besoin d'une fin, tout comme la mer n'a pas besoin de rivage pour être immense. L'infini est l'état naturel de la réalité, et peut-être aussi de l'âme qui la contemple. Au fond, comprendre l'infini n'est pas une question de mathématiques, mais de perception. C'est comprendre que le cosmos ne peut entrer dans aucune équation, car le cosmos est lui-même l'équation vivante de l'illimité, le sens existentiel du silence cosmique, la condition humaine entre le fini et l'infini, le paradoxe de Fermi comme miroir de notre propre fragilité, invitation à l'introspection et à l'interaction. L'univers, dans toute son immensité, demeure silencieux. Aucun son ne traverse le vide, aucune voix ne résonne entre les galaxies. Et pourtant, ce silence parle. Il parle de la distance qui nous sépare du tout, et en même temps du lien invisible qui nous unit à tout ce qui existe. Au cœur de l'expansion infinie, nous sommes des fragments de conscience, essayant de comprendre la trame dont nous faisons partie. Le silence cosmique est le son même du mystère, une présence si profonde qu'elle se manifeste par l'absence. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce désir de comprendre l'infini. Dans un univers où les distances se mesurent en milliards d'années-lumière, où la lumière met des airs à traverser l'espace, une conscience enfermée dans un corps éphémère lève pourtant les yeux vers le ciel et se demande « Jusqu'où tout cela s'étend-il » Cette question est plus qu'une curiosité scientifique. Elle est le reflet de notre quête de sens. Car comprendre l'univers, c'est, d'une certaine manière, tenter de nous comprendre nous-mêmes. Le paradoxe de Fermi renforce cette inquiétude. Si l'univers est si vaste et si ancien, pourquoi sommes-nous seuls? Où sont les autres?
L'absence de signaux, l'absence de voix, le silence des étoiles, tout cela semble être une réponse que nous ne savons pas encore déchiffrer. Peut-être que le cosmos regorge de vie, mais qu'il est séparé par des distances qu'aucune lumière ne peut franchir. Ou peut-être que la vie est une rareté cosmique, un événement isolé au milieu de l'infini. Quelle que soit la réponse, le paradoxe révèle quelque chose d'essentiel. L'univers peut être immense, mais la conscience demeure un phénomène rare et précieux. L'être humain vit entre le fini et l'infini. Nous sommes faits d'atomes, nés au cœur des étoiles, mais nous vivons dans des corps qui vieillissent, ressentent et meurent. Chacun de nous porte en soi la matière du cosmos et le temps d'un instant. Cette dualité rend notre existence unique. Nous sommes l'univers qui se regarde lui-même, conscient de sa propre immensité et de sa propre fragilité. L'infini se contemple à travers nos yeux. Peut-être que la véritable limite de l'univers ne réside ni dans l'espace ni dans le temps, mais dans l'esprit qui tente de le comprendre. Car à chaque découverte, l'horizon s'éloigne. La science ne ferme pas les questions, elle les multiplie. La connaissance est une forme d'expansion. Quand nous regardons le ciel, nous ne faisons pas qu'observer des étoiles. Nous élargissons les frontières de la compréhension humaine. Au final, l'univers n'a pas besoin de bordure, car il se complète dans chaque particule, dans chaque rayon de lumière, dans chaque pensée qui cherche à l'atteindre. L'infini n'est pas un lieu, c'est une condition, et nous vivons en son sein, comme des étincelles passagères de conscience dans un océan qui ne cesse de croître. Alors, si ce soir le ciel te semble lointain et le silence absolu, souviens-toi, ce même silence est l'écho de ce que nous sommes. Une brève combinaison de matière, d'énergie et de temps, capable de rêver à l'infini. Et avant de t'endormir, laisse cette réflexion t'accompagner. Peut-être que l'univers n'a pas besoin de répondre à quoi que ce soit, car la simple question « jusqu'où va-t-il » est déjà la preuve que nous en faisons partie. Je t'invite maintenant à commenter d'où tu écoutes cet épisode, à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Ainsi, tu contribueras à élargir ce voyage à travers le cosmos, en explorant chaque nuit un nouveau mystère de l'univers, aussi loin que la lumière, le temps et la pensée peuvent aller. Dors bien et à la prochaine vidéo.